Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Taiyang. Le Taiyang fait partie du cercle énergétique le plus externe avec le Shaoyin. Il s'ouvre vers l'extérieur. Dans cette représentation, issue du livre La rumeur du dragon et l'ordre du tigre du docteur Essalé, on peut voir que le Taiyang reçoit l'énergie du 9 cœurs. L'énergie passe du 9 cœurs au niveau de la main au 1 intestin grêle. Et l'énergie continue dans le Taiyang, dans l'intestin grêle, premier méridien du Taiyang, jusqu'à la tête, jusqu'au 18 intestin grêle. L'énergie va passer au 1 vessie au niveau de la tête. Et puis l'énergie continue dans le méridien vessie tout au long du corps jusqu'au 67 vessie. Là, la jonction se fait entre le 67 vessie et le point 1 du rein. Et l'énergie peut se poursuivre dans le Shaoyin. Nous voyons bien ce cercle qui va être le cercle externe, avec le Taiyang qui est le plus haut des Yang. Et l'énergie dans le Taiyang va descendre dans le plus profond des Yin. Ce qui peut être intéressant aussi de constater, c'est que les mains se rejoignent. Et donc, dans certaines danses comme en Grèce, les gens se tiennent par le petit doigt. Et on peut imaginer que l'énergie passe du 9 cœurs au 1 intestin grêle au niveau de la main. Et les gens dans ces danses tapent du pied et l'énergie passe du 67 vessie au 1 rein. C'est peut-être une relation très intéressante à constater. Le méridien Taiyang se compose des méridiens de l'intestin grêle et de la vessie. Le méridien de l'intestin grêle débute sur le bord externe de l'auriculaire, continue sur le tranchant de la main, se prolonge sur l'avant-bras, sur la partie externe de l'avant-bras, arrive au coude, et puis sur la partie postéro-externe du bras. Le méridien arrive au niveau de l'omoplate, où il fait un zigzag, et puis se prolonge jusqu'à la 7e cervicale. Ensuite, le méridien passe sur l'avant du corps et remonte jusqu'à la mâchoire supérieure près de l'oreille. L'énergie passe alors du méridien de l'intestin grêle au méridien vessie. Le méridien vessie débute à la commissure interne de l'œil, remonte sur le front, passe sur le crâne, descend tout le crâne jusqu'à la nuque. Là, le méridien se divise en 2 branches. Nous allons suivre celle la plus proche de la colonne vertébrale. Et donc, le méridien descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à la fesse, se prolonge dans la jambe jusqu'au pli poplité, au pli du genou, où les 2 branches se rejoignent. Ensuite, le méridien descend sur le mollet jusqu'au pied et termine sa course au petit orteil. Quel est le syndrome du méridien lié à l'invasion du vent et du froid? Dans un premier temps, nous pouvons voir qu'il y a des symptômes généraux. La crainte du froid, des céphalées occipitales, des raideurs du cou. Mais s'il y a prédominance de vent, on va avoir en plus des transpirations légères, de la fièvre légère et des courbatures légères. S'il y a prédominance de froid, nous n'aurons pas de transpiration, mais nous aurons des courbatures beaucoup plus fortes.
Quelles sont les causes et le processus de l'arrivée de ces symptômes dans le taiyang? Le vent externe souffle sur la personne, sur l'individu. Et l'individu essaye de combattre le vent, l'agent externe. Son ki se développe pour contre-attaquer le vent. Mais le vent externe peut rentrer dans le corps et peut obstruer l'espace compris entre la peau et les muscles. Du coup, le ki protecteur ne peut plus circuler correctement dans cet espace et il n'arrive donc plus à réchauffer les muscles, ce qui crée une sensation de froid. Ce froid, cette sensation de froid qui n'est pas trop forte dans le cas de la prédominance du vent, peut être accompagnée de transpiration, parce que le ki nourricier ne sait plus maintenir la transpiration entre la peau et les muscles, et donc l'eau va sortir du corps. Dans la prédominance du froid, le froid va contracter les pores, ce qui va empêcher la personne de transpirer. La grande différence donc entre le syndrome du taiyang avec prédominance de vent ou prédominance de froid, c'est le fait que dans la prédominance de vent, la personne va transpirer et dans la prédominance de froid, la personne ne pourra pas transpirer. Quel est le principe de traitement thérapeutique? L'idée est d'abord de libérer l'extérieur, c'est-à-dire de chasser le vent et le froid, d'harmoniser le ki nourricier et le ki protecteur pour qu'il y ait un équilibre et une circulation, et rétablir la diffusion du ki du poumon. Les points principaux que nous allons traiter sont des points vent, vessie 12, vésicule biliaire 20 et doumaï 16. Nous allons aussi travailler sur le doumaï 14, l'intestin grêle 3 et vessie 60. Nous vous rappelons que pour travailler les points, il est important de suivre une formation dans une école reconnue par la fédération ou de consulter un professionnel. Voici quelques conseils pratiques, tout simples. Le premier, c'est de rester au chaud. Mettre un bonnet, une écharpe, couvrir la tête et le cou, pour que le vent et le froid ne pénètrent pas plus. Et si le taiyang est attaqué, eh bien, faire suer pour libérer la surface. Alors pour ce faire, on peut utiliser des remèdes simples de chez nous, à saveur piquante et de nature tiède, le poireau et la ciboule. Le piquant et le souffle circulent ensemble. C'est pourquoi, lorsque le piquant entre dans notre corps, il peut ressortir en même temps que la sueur. Nous venons de voir le syndrome du méridien du taiyang. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est un syndrome de l'organe du taiyang. La vessie est atteinte. Dans ce cas-là, il y aura accumulation d'eau. On aura toujours des frissons, de la fièvre, la crainte du froid liée au vent, au froid externe, mais en plus, une rétention d'urine, une soif légère et des vomissements de liquide peu de temps après les avoir bu. Ce qu'il peut se passer aussi, c'est qu'il y a une accumulation du sang, des stases de sang. Dans ce cas-là, on aura une distension, une plénitude de l'hypogastre, l'espace ici entre le nombril et le pubis. On retrouvera du sang dans les urines et une agitation mentale. La langue sera pourpre sans enduit. Quelles sont les causes et les processus de ce syndrome lié à l'organe vessie?
le facteur pathogène a pénétré à l'intérieur du corps, jusqu'à l'organe vessie. La fonction de transformation de la vessie est altérée, ce qui crée une accumulation d'eau. L'eau n'est pas transformée, ce qui engendre une rétention de l'urine, ainsi que de la soif. Et quand la personne boit, elle vomit ce qu'elle a bu. L'eau reste au niveau de l'estomac, ne sait pas aller plus loin puisqu'il y a rétention d'urine en aval. Il peut aussi y avoir une accumulation de sang. La chaleur et les stases du sang dans l'organe vessie expliquent cette distension qu'il y a au niveau de l'hypogastre, expliquent les douleurs dans le bas-ventre. Le facteur pathogène est dans la couche du sang et il y aura du sang dans les urines. L'esprit le chêne, résidant dans le sang, eh bien la chaleur et les stases du sang vont engendrer une agitation mentale. Quel est le principe de traitement thérapeutique? Eh bien, nous allons suivre les deux pistes. 1. Diminuer l'accumulation d'eau. Donc, toujours libérer l'extérieur, d'où vient le vent et le froid. Et puis, rétablir la fonction de transformation de la vessie et favoriser l'excrétion de l'urine. Les points principaux seront le Renmaï 9, l'estomac 28, vessie 22 et 39. Quand il y a accumulation du sang, il faudra tonifier le sang pour éliminer les stases de sang du réchauffeur inférieur. Éliminer aussi la chaleur de la vessie qu'on trouve dans l'accumulation d'eau. Les points principaux pour tonifier le sang et éliminer les stases sont Renmaï 3, Rad 10 et x3. Encore une fois, pour travailler les points, il est important d'être formé ou de consulter un professionnel. Dans le cas d'un syndrome de l'organe avec attaque de la vessie, voici quelques conseils pratiques. Manger des fruits de canneberge, boire de l'eau en suffisance, prendre une décoction de noyaux de pêche, mais pour cela, il est intéressant de consulter un médecin compétent dans ce domaine, et cette décoction de noyaux de pêche pourra régulariser le qi, activer le sang et casser les stases du sang. Mais il faut en prendre avec précaution et avec un suivi médical. Et de toute façon, quand l'organe vessie est atteint, nous vous conseillons évidemment de consulter un médecin.